Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'invité de la semaine, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir après quelques semaines d'absence, je dirais. Aujourd'hui, nous avons invité Daniel Zaidani. Oui, monsieur Daniel Zaidani, en tant que membre fondateur de Dailia Hakizamaori. Vous vous en souvenez? C'était une association qui se battait pour les intérêts de Mayotte. Il y a eu tout un pan. La partie la plus visible, c'était la partie foncière. Justement, nous y reviendrons. Mais on n'oublie pas, bien sûr, que Daniel Zaidani est aussi conseiller départemental de Pamandzi. Daniel Zaidani, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je parlais de Dailia Hakizamaori, nous y reviendrons. Mais j'aurais aimé qu'on revienne un peu sur la vie politique, et notamment le département. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien, il ne se passe rien. Est-ce que c'était une trêve du Ramadan? Même avant le Ramadan, ça ne bougeait pas. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Je pense que l'ensemble des Mahorais sont parfaitement conscients que ces 4 dernières années étaient plutôt 4 années où le Conseil général a été absent de tous les combats. Le combat notamment pour la vie chère, nous n'avons pas vu le Conseil général. Lorsque les syndicats ont souhaité une amélioration de leur vie à travers l'amélioration du Code du travail, nous n'avons pas vu le Conseil départemental. Lorsque, une fois que la programmation sur les fonds européens ont été adoptée en 2014, nous attendions un Conseil général plein de convictions qui accompagnerait l'État dans la mise en place de ces fonds. Nous ne les avons pas vus. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes qu'à 15% de consommation à 1 an de la fin de la programmation. De la même manière, finalement, sur les discussions entre Moroni et Paris, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu le Conseil départemental manifester auprès de la population. Donc, au final, le Conseil départemental, ces 4 dernières années, était absent. Et je peux vous dire que depuis maintenant 2 mois, nous ne voyons plus du tout le président. Il y a eu un accident. Il a eu un accident, il est en train de se reposer, mais la vie continue, les affaires continuent. Les îles éparses seront bientôt peut-être rendues à Madagascar. Et je crois que c'est vraiment maintenant, plus que jamais, que nous avons besoin d'un Conseil général fort et actif auprès de la population. J'imagine que quand vous parlez de Conseil général, vous parlez de la majorité. Mais vous, qui êtes supposé être de l'opposition, on ne vous a pas non plus entendu parler? Je pense que vous n'avez pas suivi mes différentes interventions. Pas plus tard que cette semaine, j'ai dénoncé effectivement la rencontre entre le président Andry Rajoelina et le président Macron, où ils ont convenu de mettre en place une commission mixte visant à soit aboutir à une cogestion sur les îles éparses ou tout simplement à céder les îles éparses, donc une partie de la France, à Madagascar. C'est quelque chose... Vous avez peur que par analogie ou prolongement, après les îles éparses, on parle de la situation de Mayotte? Quand je me rends compte que les îles éparses étaient françaises bien avant que Madagascar soit colonisée. Ensuite, elles sont restées françaises à la fin de la colonisation française à Madagascar en 1960. Je vois que c'est plus ou moins la même histoire entre Mayotte et le reste des Comores, avec la même revendication aux Comores et les mêmes discussions à travers notamment les discussions que j'ai énoncées tout à l'heure entre Paris et les Comores, sans Mayotte, à la différence qu'effectivement, sur les îles éparses, il n'y a pas de population résidente qui pourront contester éventuellement les choix qui seront faits. À Mayotte, nous avons besoin d'avoir, au-delà de la population, des élus convaincus qu'ils doivent avoir leur mot à dire. C'est pour cela que j'interviens à mon niveau, mais ce n'est pas suffisant puisque vous le savez mieux que moi, que les voix des parlementaires, la voix du président du Conseil général, la voix du président de l'Association des maires sont des voix qui ont beaucoup plus de résonance lorsqu'elles se positionnent sur des sujets. Regardez par exemple le toilettage institutionnel qui potentiellement pourrait remettre en question notre statut, en tout cas une révision de ce statut. C'est des inquiétudes parce que nous avons fait un choix ferme par la population et aujourd'hui ce sont simplement 2 élus qui, à eux seuls, sont prêts à changer le statut de Mayotte. Alors, Daniel Zaidani, vous avez été président du conseil départemental.
le plus jeune de l'histoire de Mayotte, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Et qu'est-ce que vous considérez d'avoir amené, d'avoir apporté dans le débat, dans le développement de Mayotte, puisque vous êtes en train de faire un petit bilan? Qu'est-ce que vous considérez avoir amené? Je crois que aujourd'hui, toutes les questions qui se posent, qui sont sur le devant de la scène, sont du fait finalement des positionnements. Commençons d'abord par les Jeux des îles. Rappelez-vous, en 2011, j'ai été le président qui a imposé à ce qu'on amène des drapeaux français aux Jeux des îles qui se déroulaient à l'époque aux Seychelles. D'ailleurs, à cette époque, mal compris par les journalistes, j'avais été critiqué en disant que je mêlais la politique aux jeux sportifs. Mais quelque part, vous savez, la nationalité, la fierté, c'est quelque chose qui ne se négocie pas, qui ne doit pas être contrarié. Donc, je me satisfais de me rendre compte que dans le débat public, il est incontestable que les Mahorais doivent avoir leur hymne national et leur drapeau français en participant à ces Jeux. Ce ne sera pas le cas lors des prochains Jeux parce qu'il faut dire aussi des choses, parce que nous avons des personnes au sein des bureaux des différents ministères qui œuvrent dans le sens inverse. Vous savez, pour que Mayotte puisse avoir tout simplement un drapeau et une hymne nationale, il faudrait tout simplement que la France demande dans la commission des Jeux des îles que la question soit posée pour qu'on révise le statut. Ah ben, en 5 ans, la question n'a jamais été posée. Ben justement, puisque vous soulevez le problème de drapeau, vous parlez bien du drapeau bleu-blanc-rouge. Affirmativement. Alors, il n'y a pas longtemps, la Martinique ou la Guadeloupe a choisi un drapeau, pas un drapeau national bien évidemment, mais son drapeau et son hymne. Et comme là-bas aussi il y a l'équivalent des Jeux, ben, ils pourront se présenter avec ces deux éléments. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que nous n'avons pas la même trajectoire que les autres départements d'outre-mer. Vous savez, nous, ici, nous sommes encore en train de revendiquer l'égalité sociale, d'avoir un RSA au même niveau que la métropole, qu'on mette fin à cette discrimination injustifiée entre les Mahorais et les Dômes et les Mahorais et la France. Nous sommes finalement le seul morceau de France où la loi de la République ne s'applique pas équitablement auprès de ses concitoyens mahorais. Ça, c'est un scandale sans nom, un scandale qui n'est pas suffisamment relayé. Donc, lorsqu'aujourd'hui la Martinique arbore un drapeau qui leur est propre, cela ne remet pas en question un certain nombre de choses. Or, vous savez, nous ici, à Mayotte, nous avons encore besoin de nous battre pour être reconnus au sein de la France. Mais néanmoins, des couleurs, nous en avons. Je pense que chacun d'entre nous ici est fier des couleurs du conseil départemental qui représente Mayotte. Chacun d'entre nous ici est fier des couleurs qui représentent Zenam Déré. Vous savez, jaune, noir, rouge. Ce sont des couleurs qui nous identifient, qui nous unissent et qui nous permet également, en plus du drapeau français, de nous retrouver. Mais l'heure actuelle, c'est l'heure où nous devons affirmer notre identité mahoraise et française au sein de cette région. Et ça commence d'abord par les Jeux des îles. Et ça, c'est un combat qui a été mené dans le passé par les élus. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que je me rends compte qu'aujourd'hui, ce combat est également repris par les sportifs. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, puisque vous parlez de combat, je vais faire la transition pour arriver à Oudaili, à Hakizamao. C'est à travers cette association que nous autres, nous vous avons découvert. Vous, Daniel Zaidani, il y avait d'autres personnes autour de vous, notamment à Alamide, etc., etc. Qu'est-ce qui reste de Oudaili, à Hakizamao? Ben, il reste les idées, parce que au fond, peut-être que l'association, vous savez, elle s'est substituée et transformée à travers d'autres collectifs, que l'essentiel, finalement, ce sont les idées. Donc, la question sur l'éducation, c'est une question aujourd'hui qui ne fait pas débat, parce que lorsque nous avons des avancées, tout le monde reconnaît qu'un certain nombre d'avancées a eu lieu, mais en même temps, tout le monde reconnaît que ces avancées sont insuffisantes en matière éducative, en matière foncière, et je suis fier en même temps que au niveau du conseil départemental, nous avons pu accélérer la régularisation foncière, notamment sur les terrains titrés qui appartiennent au conseil départemental, en rétrocédant ces terrains en direction de la population. Là où, effectivement, il y a encore beaucoup à faire en matière foncière, c'est notamment la rétrocession des terrains, des zones d'épas géométriques, celles qui appartiennent à l'État, en direction de la population. Et c'est là où nous attendons
que l'État fasse un geste fort vers la population, puisque le conseil départemental l'a fait aujourd'hui et ce n'est toujours pas le cas. Alors justement, il y a eu donc le mouvement de rétrocession, en tout cas, de titrage pour la population des terrains du conseil départemental. Des opérations sont toujours en cours. Il y a eu la création de l'établissement public foncier. Et là, nous venons, il y a une création, il n'y a même pas une semaine, de la commission d'urgence foncière. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que effectivement, la voix des Mahorais a fini par être entendue par le gouvernement. Soyons bien clairs. Je vous ai parlé de la zone des pas géométriques, je vous ai parlé des terrains titrés du conseil départemental, mais il reste bien évidemment les terrains titrés privés. Et donc, ça nous fait penser immédiatement au village notamment de Chirongui. C'est un titre privé dans lequel tout un village s'est développé. Il y a une nécessité de régulariser toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Il a fallu attendre quand même près de 15 ans pour que l'État se décide à régler ce problème. C'est vrai que ces 15 ans, c'est long, mais au moins, finalement, à travers différents combats qui ont été menés par chacun et chacun à son niveau, nous sommes aujourd'hui à un stade où l'État reconnaît qu'effectivement, il y avait un vide juridique dans le cadre de la régularisation, notamment des terrains titrés et qui sont occupés par des Mahorais depuis 10, 15, 20 ou plus. Et donc aujourd'hui, cet état de fait, cette structure est nécessaire. C'est bien dommage qu'elle n'avait pas été créée à l'époque où nous avions les cadis, puisqu'ils avaient également le droit notarié dans leurs compétences et ça aurait coûté pas grand-chose à la population mahoraise pour se faire régulariser. Et c'est pour cela que si aujourd'hui nous voulons que cette commission nouvelle ait du sens, il va falloir que l'État, au-delà de créer cette commission, exonère et facilite les rétrocessions vers les survivants pour qu'il n'y ait pas de droit de succession à payer. Parce que vous le voyez bien, sur la zone des pas géométriques, l'État a mis aussi la possibilité d'acquérir à titre onéreux le foncier. Ça veut dire mais quoi, c'est un échec à titre onéreux? D'acquérir à titre onéreux, c'est-à-dire d'acheter. Voilà. Donc on voit bien que c'est bien en soi. Voilà, que les Mahorais achètent un bien qu'ils occupent depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. Et on voit bien, achètent leur bien. Tout à fait. Et on voit bien que c'est un échec. Les Mahorais n'achètent pas. Pourquoi voulez-vous acheter un foncier sur lequel demain vous irez payer en plus des impôts, tout en sachant que vous êtes déjà résident dessus? Ça ne fonctionnera pas. Et cette nouvelle structure sera totalement un échec s'il est demandé aux Mahorais d'acquérir ou de payer des droits de succession. Disons-le clairement. Daniel Zaidani, je reviens sur votre parcours politique de manière générale. Vous appartenez à une génération qui est venue après, mais à quelques mois, quelques années après la grande génération des Bamana, etc., même s'il y a une génération intermédiaire, il y a eu beaucoup d'espoir sur vous. Et là, c'est vous qui êtes devant moi. Vous n'avez pas l'impression que vous n'avez pas pu faire le lien que la population, parce que quand je vous entends parler, quand j'ai entendu M. Ibrahim Aboubacar parler la dernière fois, il était dans Kalawadala, quand j'entends d'autres de votre génération parler, je me dis, ces gens-là, ils sont bien quand ils sont dans l'opposition. Sinon, pourquoi ils n'ont pas parlé, n'ont pas soulevé ces problèmes-là avant? Je crois qu'au fond, disons aussi les choses, lorsque vous êtes en exercice total comme président du conseil départemental, vous pensez bien qu'à chaque fois que j'ai une orientation politique ou une vision, je ne vais pas forcément l'étaler dans les journaux et dans les médias. Je pense que dans mon rôle d'élu, c'est d'aller négocier directement sur la période. Pensez-vous sincèrement que le visa Balladur n'avait pas été remis en question pendant ma présidence? Bien sûr que si, qu'il avait été remis en question par le gouvernement de Hollande dès leur arrivée en 2012, avec les sénateurs qui sont venus sur le territoire. Nous avons fait du lobbying, nous avons œuvré, nous avons
dit notre opposition à tous ces enquêteurs qui sont venus sur le territoire pour leur dire notre opposition à remettre en question ce visa Balladur. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité, effectivement, je ne suis plus dans l'exécutif. Effectivement, mes idées, je ne peux pas les partager directement avec le préfet parce que, disons-le très clairement, lorsque vous n'êtes pas président du Conseil général, tant bien même que vous êtes conseillers généraux, vous n'êtes pas reçu par le préfet de Mayotte, vous n'êtes pas reçu par le ministère de l'Outre-mer. C'est ça la réalité locale. La réalité locale, c'est que le préfet de Mayotte reçoit le président du Conseil général, les maires et les parlementaires. Les autres élus, comme un conseiller municipal ou comme un conseiller général, n'est pas auditionné, n'est pas consulté. Rappelez-vous, quand il y a eu la grève sur la vie chère, j'étais régulièrement au cœur des discussions qui a permis finalement de désamorcer la situation. Lorsqu'il y a eu l'Europe et l'entrée de Mayotte dans la rupéisation, j'ai été au cœur des discussions et tout s'est passé correctement. Regardez réellement depuis quand les grandes difficultés de Mayotte ont commencé et vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a eu un avant et un après. C'est ça la réalité. Qui ou un avant quoi? Il y a eu un avant avec Zaïdani et un après sans Zaïdani. C'est une réalité que je me permets de dire parce qu'elle est palpable. Daniel Zaïdani, il y a eu quand même des périodes où les hommes politiques sont venus, ont été entendus. Alors dites-moi, combien de fois avez-vous reçu le président du conseil départemental sur vos médias? Et combien de fois, en tant que président, j'ai été votre invité? C'est ça la réalité, mon cher ami. C'est qu'il y en a qui préfèrent ne pas partager leur opinion et il y en a d'autres qui préfèrent le faire. C'est une réalité. Maintenant, leur efficacité ne dépend pas du nombre de fois où ils passent chez nous. Non, mais leur opinion est connue. Voyez-vous, là, actuellement, il y a un problème sur l'aérien, il y a un problème sur les prix. Avez-vous entendu une voix forte émanant du conseil départemental? Non, c'est ça la réalité. Comment voulez-vous que les frustrations mahoraises ne s'expriment pas par un vote extrémiste? C'est ça aussi la réalité. Pourquoi ce vote en direction et à l'attention de Marine Le Pen ne s'est pas prononcé entre 2011 et 2015, mais il s'est fait juste après? C'est aussi une réalité. Je sais que vous n'allez pas me répondre, mais je vais poser la question. Vous avez voté pour qui pendant les européennes? Écoutez, pendant les européennes, nous, à titre personnel, vous vous rendrez compte que le meilleur score de Younous Omarjee s'est fait à Pamandzi. Donc vous avez voté pour... Nous avons soutenu Younous Omarjee parce qu'il était notre député européen, parce qu'il a obtenu des résultats, parce qu'il a toujours porté une attention à Mayotte. Nous l'avons soutenu. Mais soyons bien clairs. Par rapport à votre question sous-jacente. Soyons bien clairs. Il est clair aujourd'hui que la grande majorité des Mahorais attend beaucoup de ces élus, attend beaucoup du gouvernement et au final, rien n'arrive. Les derniers chiffres que vous nous avez divulgués, ne serait-ce qu'en fin de semaine dans vos médias, nous parlent de plus de 680 immigrés d'origine africaine qui ont débarqué en un an, depuis le début de l'année, et que ces chiffres ont doublé depuis l'année dernière. Je crois qu'un élu mahorais, je pense qu'un élu mahorais devrait, comme je le fais actuellement, dénoncer la régularisation foncière, la régularisation de tous ces immigrés clandestins à la préfecture. Ils ne sont pas tous régularisés. Mais regardez les chiffres, s'il vous plaît. La première, c'est que le nombre de personnes qui ont obtenu un premier visa a quasiment été multiplié par 2 ces 4 dernières années. C'est ça la réalité des chiffres. D'accord ? Regardons les reconduites à la frontière. Pendant près de 8 mois, il n'y a eu aucune reconduite à la frontière. Combien de voix d'élus avez-vous entendu pour dénoncer ce fait? Les Mahorais sont désespérés parce que d'un côté, les élus qu'ils ont choisis ne les défendent pas suffisamment et de l'autre côté, les gouvernements refusent de les écouter. C'est pas facile aussi de faire croire à la population qu'un élu mahorais, peut-être pas le conseil municipal, mais un sénateur ou un député, ou peut-être même un président de conseil départemental, peut agir, peut faire infléchir la politique de l'immigration à Mayotte? Il y a 2 choses. Il faut faire une distinction entre le résultat obtenu et la conviction de défendre une idée. L'idée départementaliste a été défendue pendant plus de 50 ans. Elle n'a pas été obtenue pendant cette période, mais elle a été défendue. Et incontestablement, personne sur ce territoire remettra en question la conviction
de Marcel Henry ou d'Adrien Giraud ou de Zouber Adinani ou de Younoussa Bamana. Aucune personne sur ce territoire remettra en question leurs convictions. Pour autant, dans le cadre de leur mandat électif, ils n'avaient pas forcément obtenu cette départementalisation. C'est pour cela que je vous dis que oui, ce n'est pas l'élu mahorais qui réglera la question de l'immigration, mais la nécessité de dénoncer cette invasion, ce grand remplacement qui se fait actuellement sur ce territoire. Oh là là, attendez, invasion, grand remplacement. Mais c'est les mots qui sont en correspondance avec les chiffres. Quand nous constatons que nous passons de moins de 10%, il y a une génération d'immigrés, à plus de 50% 20 ans plus tard, c'est effectivement un remplacement. C'est une réalité. Lorsque dans le même chiffre de l'INSEE, nous nous rendons compte qu'un tiers c'est-à-dire près de 30 000 Français sont aujourd'hui sont issus de l'immigration. On voit bien qu'il y a effectivement sur le territoire un grand remplacement. Lorsque vous vous rendez compte toujours que la maternité de Mamoudzou, depuis 15 ans, on constate que 7 enfants sur 10 qui naissent sont issus d'une mère étrangère, c'est une réalité chiffrée. C'est pas faute à l'hôpital. C'est une réalité chiffrée qui me permet aujourd'hui de dire qu'effectivement à Mayotte, il y a bien un grand remplacement. Je peux comprendre que mes mots sont durs, mais elles reflètent une réalité. Et cette réalité, M. Chamsuddin, ne correspond nullement à la réalité française qui, pour autant, place Marine Le Pen... La réalité nationale qui, pour autant, place Marine Le Pen et son parti comme premier parti de France. Alors, il nous reste à peine 2 minutes. J'ai une énorme question à vous poser. Nous avons vu il y a 48 heures qu'il y a à peu près 177 millions d'euros consacrés à l'outre-mer, de l'argent européen qui n'est pas utilisé. C'est juste une question. Daniel Zaidani, moi, on m'a dit, de toute façon, on ne peut plus gérer sur notre argent. La majorité des Zaidani a donné les clés à la préfecture pour gérer cet argent. Vous pouvez répéter le chiffre? 177 millions. Qui se trouve où? Non, c'est d'une manière générale. Alors, qu'on ne s'y trompe pas. Les 177 millions qui se trouvent au ministère de l'Outre-mer sont un budget qui est consacré notamment pour le logement, qui est notamment consacré pour les déplacements, la continuité territoriale. Tout ça intéresse Mayotte. Donc les logements, la continuité territoriale, le cadre de vie des Outre-mer. Ce sont une enveloppe qui est au ministère des Outre-mer et qui peut être dépensée par la ministre des Outre-mer. Combien de fois la ministre des Outre-mer est venue à Mayotte? Normalement, elle doit arriver dans celle-là même qui prétend être la ministre qui vient le plus souvent à Mayotte, qui connaît le mieux le territoire de Mayotte, qui connaît le mieux les besoins de Mayotte. Et pour autant, nous voyons bien qu'en termes de construction scolaire, le compte n'y est pas. En termes de logement en direction de la population mahoraise, le compte n'y est pas. En termes de continuité territoriale, le compte n'y est pas. Donc au final, on voit bien encore une fois que si aujourd'hui, la grande majorité des Mahorais ont fait le choix de mettre à peine 8% au gouvernement de Macron, cela est justifié par le manque d'attention et d'écoute que le gouvernement nous porte. Une dernière question. L'année prochaine, les municipales, vous allez être dans une liste ou... Je crois que... Je suis content que vous me posiez cette question parce que les élections municipales est un moment qui ne doit pas être pris à la légère. Je comprends le désespoir et la détresse de la population mahoraise en direction de ces élus. Mais je rappelle que les conseillers municipaux sont ces personnes qui choisissent les parlementaires. Donc, si aujourd'hui... Les sénateurs, pour être plus précis. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de vos parlementaires, vous avez le devoir et la conviction de choisir des conseillers municipaux qui seront à la hauteur du travail à faire à Mayotte. C'est la raison pour laquelle nous allons monter, ne serait-ce qu'à Pamandzi, une liste qui sera autour d'un homme d'expérience qui s'appelle Matsouf,
que nous allons soutenir fortement et que nous allons tout faire pour faire gagner. Je ne voulais pas en arriver là, mais je vois que vous avez au moins 2-3 coups d'avance. Vous avez parlé des sénatoriales, et puis bon, vous avez profité pour placer Matsouf, pourquoi pas. De toute façon, nous verrons avec les Je autres réponds listes. à une question directe que vous m'avez posée. Merci beaucoup, monsieur Daniel Zedani. Et je vois que vous êtes toujours en forme. Il le faut lorsqu'on veut défendre les droits des Mahorais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Narionane.